devait arriver arriva. Et si rien n'est fait là aujourd'hui, si on n'arrête pas de faire des constats et de faire finalement des constats terribles, franchement cette situation, ça va très mal se finir. Plusieurs d'entre vous ont probablement vu circuler les images choquantes des émeutes survenues en France il y a quelques jours, le 31 mai dernier, à l'occasion du match opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan. Si les troubles en France ne sont pas rares, cette fois, leur ampleur a été inédite. Le bilan est lourd. 2 personnes ont perdu la vie, plus de 200 personnes ont été blessées, dont des policiers et des pompiers. Les forces de l'ordre ont procédé à plus de 550 arrestations à travers le pays. On dénombre près de 700 incendies, 264 véhicules brûlés, de nombreux pillages et d'importants dégâts matériels. Pour mieux comprendre la situation, je me suis entretenue avec Nicolas Vidal, journaliste et fondateur de Push Media, qui a suivi les événements de très près. D'emblée, M. Vidal explique que des affrontements avaient déjà éclaté lors de la demi-finale et que les autorités savaient que des émeutes étaient à prévoir. Victoire ou défaite du Paris Saint-Germain. Selon lui, des messages circulaient sur les réseaux sociaux annonçant la descente de plus de 10 000 jeunes à Paris avant même le coup d'envoi. Jeunes gens, pour en parler comme ça dans les médias mainstream, qui ont débarqué de la petite couronne, c'est-à-dire dans la périphérie très proche de Paris, c'est-à-dire tous les quartiers difficiles, cités en tout genre, ils ont déferlé sur Paris pour piller, casser et mettre la pagaille. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, avant même, quelques jours avant, sur les téléphones portables et le réseau Snapchat et TikTok, il y avait des appels à descendre sur Paris pour tout casser. Ces appels ont été relayés, on l'a bien vu, donc c'était organisé, c'était prémédité. Et certains policiers l'ont dit, il y avait vraiment une préméditation et puis une certaine forme d'organisation de certains groupes de ces individus que le ministre de l'Intérieur a qualifié de barbares, d'ailleurs, ce qui lui vaut aujourd'hui beaucoup de critiques et peut-être des plaintes. Donc on s'est rendu compte que ça a été durant samedi soir jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, Alexandra. Rendez-vous compte qu'à 4 ou 5 heures du matin, Paris, une grande partie de Paris a été mise à sac, notamment Champs-Élysées et aux abords du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Dans plusieurs points chauds de la ville également, ça a été le cas à Barbès, dans le 15e, place de la République, Bastille, il y a eu des affrontements, il y a eu des saccages également, des pillages, et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même 2 morts et un policier qui est dans le coma encore aujourd'hui, qui a pris un policier pas à Paris, hein, un policier dans la Manche, qui a pris un tir de mortier dans l'œil. Donc il est dans le coma aujourd'hui encore, ce policier. Oui, les tirs de mortier, vous savez, ce sont des feux d'artifice que ces jeunes gens, ces jeunes individus tirent à tir tendu, comme ça. Et plusieurs amis pompiers me disaient depuis quelques mois, nous sommes attaqués dans les cités quand nous intervenons pour sauver des gens. Et un tir de mortier, selon comment on le reçoit, si on n'est pas équipé, ça peut arracher une tête. Et cette fabrique de barbares, malheureusement, qu'on a vu déferler hier sur Paris, mais aussi malheureusement sur tout le territoire français, je pense à des villes aussi moyennes. Cette fabrique de barbares a été engendrée par une société qui, pendant des décennies, a déconstruit tous les cadres communs qui permettent à une société de tenir debout, tous les piliers qui sont les piliers porteurs d'une civilisation. Nicolas a également détaillé les événements du lendemain des émeutes, expliquant pourquoi les violences ont repris. Ces jeunes individus extrêmement violents, que certains appellent barbares comme ministre de l'Intérieur ou d'autres racailles, notamment, ont essayé de forcer pour certains les portes du Parc des Princes pour s'infiltrer dans le Parc des Princes, pour assister à la présentation du trophée, alors que le système de sécurité était massif. Il y avait des CRS, il y avait la BAC, il y avait des barrières partout pour accéder au Parc des Princes. Il fallait vraiment montrer patte blanche, il fallait un billet. Et même là, il y en a qui sont arrivés à s'infiltrer. Et ensuite, après, ça a été la même chose. Des affrontements jusqu'à 4 ou 5 heures du matin sur les Champs-Élysées, avec des choses absolument dingues, des abribus
coupés, des poteaux arrachés, des voitures brûlées un peu partout, des commerces qui ont été pillés. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Et c'est absolument un scandale. Et là, on commence à parler au niveau du ministre de l'Intérieur et du préfet de police d'un semi-échec. Mais il a fallu à un moment donné plus de 2 jours, Alexandra, pour que ces gens-là parlent d'un semi-échec. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, et je finis là-dessus, Alexandra. C'est pas qu'à Paris. Dans plusieurs villes de France, il y a eu des affrontements très graves. Très graves. Un jeune homme de 17 ans a été poignardé dans le Pays Basque français à Dax. Il a été poignardé parce qu'on y a volé sa casquette. Il a été poignardé. Il est mort. Hein. À Montpellier, là où je suis, il y a eu des affrontements. Il y a eu 500 casseurs à Montpellier. Il y a eu des affrontements jusqu'à très tard dans la nuit pour une ville de 250 000 habitants. Donc ça a été à peu près répandu sur tout le territoire des grandes villes. À Lyon également, à Lille également. Donc ça a été pas qu'à Paris. Voyez-vous, ça a été sur tout le territoire. Et nous nous retrouvons face à une situation que nous connaissons. Et nous connaissons les risques, mais le problème, c'est la question qui se pose à nous, c'est la réponse sécuritaire, la réponse des forces de l'ordre et également la réponse de la justice. Et je vous informe que tous ces jeunes gens-là, complètement ultra violents, qui ont été mis devant un juge hier et avant-hier, la plupart sont sortis sans rien, remis en liberté. Il n'y en a aucun qui a été condamné à la prison. Aucun. On le voit bien d'ailleurs dans ces rassemblements que la violence des mineurs, elle est majeure. Et il faut, encore une fois, changer de pied pour qu'on puisse adapter la réponse pénale à ce que sont devenus aujourd'hui des mineurs qui sont désocialisés ou en tout cas qui se sont ensauvagés. La réponse aussi, elle vient des familles. Je disais parfois, où sont les pères? La réponse, à un moment donné, l'éducation nationale en France est complètement effondrée. Les gamins n'y apprennent absolument plus rien. Il y a énormément de décrochage scolaire dans tous les sens. Le niveau est catastrophique. Et la prise de conscience des parents, j'ai envie de vous dire que c'est pas demain la veille. Donc concrètement, la question qu'on a envie de poser à Bruno Retailleau, c'est et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On attend 10 ans encore que la situation s'envenime et qu'on arrive à une forme de guerre civile, parce qu'aujourd'hui, la réalité des images, si vous les avez vues, je suis sûr que vous les avez vues, ça ressemblait. Vous savez, vous voyez ces images, on vous dit pas que c'est à Paris. Franchement, vous dites c'est un pays en guerre civile, quoi. Véritablement, les images qu'on a vues, c'était des images de guerre civile, littéralement. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que les affrontements que nous avons vécus, insurrectionnels, parce que c'était insurrectionnel ce que nous avons vécu, avec des forces de l'ordre dépassées, des pompiers agressés, des ambulances vidées, prises à partie, des voitures retournées, des jeunes filles qui ont été agressées, notamment sorties de leur voiture, on les a détruites. Enfin, mais ce qui se passe dans les rues de Paris, c'est ce qui se passe dans plein de quartiers aujourd'hui. Je veux dire, ça a juste été amené dans les beaux quartiers parisiens. C'est tout. Mais ce qu'on a vu là, les émeutes dans les banlieues, c'est très régulier. Et je parle même pas du narcotrafic. Il faut quand même savoir pour nos amis, hein, outre-Atlantique, qu'il y a quand même 1 mois et demi de ça, il y a quand même des narcotrafiquants ont attaqué une dizaine de prisons en l'arme lourde. D'accord? Là, c'est le Mexique. C'est le Mexique. Quand vous avez des narcotrafics qui s'amusent pendant 1 semaine à attaquer chaque nuit des prisons ciblées à l'arme automatique, vous comprenez bien que là, c'est un affrontement avec l'État. Ce qui devait arriver arriva, et si rien n'est fait là aujourd'hui, si on n'arrête pas de faire des constats et de faire finalement des constats terribles, franchement, cette situation, ça va très mal se finir. Nicolas a aussi souligné le 2 poids, 2 mesures dans le traitement des manifestants. Il déplore que la police ait agi avec beaucoup plus de fermeté face aux gilets jaunes et aux agriculteurs, comparativement à la réponse peut-être plus modérée lors de ces émeutes urbaines. Donc on a des individus sans foi ni loi qui pillent, qui cassent, qui cuvent, hein, concrètement, et puis nous payons nos impôts et manifestement, quand les gilets jaunes vont dans la rue pour essayer de faire des revendications, les agriculteurs, ils se font taper dessus, mais violemment, et on les mate, en fait, hein. Ils ont été matés, les agriculteurs, hein. Littéralement, les gilets jaunes, pareil. Et là, vous avez ces gens où on vous dit, oui, mais vous comprenez, on a évité le pire, on a fait ce qu'on a pu, il va falloir repenser l'école, il va falloir repenser la place des parents. Mais que nenni, en fait. Que nenni. Donc cette situation est dramatique. À l'échelle de la France, c'est dramatique, mais elle n'est que
franchement, pour finir là-dessus, elle n'est que l'expression de l'effondrement de la France, l'effondrement économique, l'effondrement démocratique avec la censure de plus en plus violente ici, et l'effondrement sécuritaire d'une société, d'un pays qui est livré à la délinquance, à la violence, au narcotrafic, au trafic de drogue. Et voilà, donc cet État, vous le voyez depuis chez vous, chère Alexandra, vous voyez cet État, ce pays est en train de s'effondrer, est en train de pourrir sur pied, littéralement. Et qui paye la note? C'est les Français. Certains estiment que ces violences pourraient favoriser l'élection de Marine Le Pen et du Rassemblement national à la présidentielle à venir. Si Nicolas reconnaît que beaucoup voient en eux une alternative, il doute néanmoins de leur capacité à apporter un véritable changement, étant donné que le pouvoir reste largement entre les mains de l'Union européenne. Mais il faut aussi dire que le RN aujourd'hui représente 12 millions, pour 12 millions de personnes en France, représente un fol espoir à un moment donné de changement. Et ça, on ne peut pas critiquer les gens qui veulent voter RN en pensant que Marine Le Pen ou Jordan Bardella sera véritablement la planche de salut qui sauvera la France du chaos et de l'effondrement. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est toujours la question, à un moment donné, de la reprise en main et de l'intérêt qu'on a pour la politique en tant que citoyen. Est-ce que ce parti aujourd'hui est capable de mettre en place la politique ou pas? Eh ben moi je pense que non, concrètement. Voilà, parce qu'en plus, voilà, ils veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc vous savez, plus les gens se mainstreamisent, plus ces gens-là approchent du pouvoir, plus ils sont prêts à faire la danse du ventre, prêts, de plus en plus, ils se mainstreamisent, ils veulent devenir sympas, il faut que l'oligarchie, finalement, les adoube. Et c'est ça, la grande trahison du RN, notamment aujourd'hui, parce qu'ils sont près du pouvoir et qu'ils ne changeront absolument pas les règles, parce qu'ils n'auront pas les moyens, et que si leur logiciel souverainiste et patriote ne change pas, ils ne pourront pas avoir les moyens pour faire ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. N'oubliez pas de soutenir mon journalisme en France. Des fois, je m'y trouve sur les lieux et des fois, je le couvre d'ici à Québec. Donc, si vous voulez contribuer à mon journalisme, vous pouvez donner via le site web franceonfire.com et merci en avance de soutenir notre journalisme.